il n'y a pas possibilité de pouvoir changer la Constitution. Vous allez faire comment? Comment ils vont faire? La seule possibilité pour l'instant de changer la Constitution, c'est de dire au M23 d'aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Justement, l'opportunité, ils disent que voilà, le président n'arrive pas à exercer son plein pouvoir, on ne comprend pas dans quel régime politique on se trouve, tout ça, ça pose problème. Ils ont quand même raison de dire ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas fondé. Augustin, quand il parle, il doit parler comme vraiment comme un Congolais. J'assume, j'assume. C'est pourquoi d'ailleurs tout le monde a peur de lui. Je vais parler, puisque vous insistez, je vais parler de Martin Fayoulou. Est-ce que vous savez que Martin Fayoulou n'a jamais été populaire? Il faut commencer, n'est-ce pas, à rendre hommage à cet homme, pendant qu'il est en vie. À Joseph Kabila. À Joseph Kabila. Vous savez les Congolais vous suivent. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Mais je sais que les Congolais me suivent. Je suis prêt à démontrer noir sur blanc que tout ce que vous dites en termes de destruction, ça a toujours été, ou tout ce que les gens disent, pas vous, ce que les gens disent sur cette question a toujours été faux. Il prend le pouvoir, le pays est divisé. La guerre de l'Est, il a fini 2 fois. La première fois qu'il a fini cette guerre, c'est lorsqu'il demande aux autres qui étaient rebelles par ici, rebelles par là, il les appelle et... Voilà, on va chuter, on va finir l'émission. Je crois qu'on aura... Il faut laisser que je parle de ce tome. C'est pourquoi moi je... On aura une autre occasion où on va vous inviter pour parler spécialement de Joseph Kabila. Est-ce que je peux placer? Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre magazine Point de vue, un magazine de la diaspora congolaise qui vous permet d'opiner sur les grandes questions d'actualité à la une dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. 19e sommet de la francophonie, révision, changement de la constitution ou encore dialogue, ce sont là les sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Kempes Kipepo. Il est analyste politique, spirituel, mais aussi membre de la diaspora congolaise à qui j'ai dit bienvenue. Merci Serge. Et avant de vous redonner la parole, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier toute l'équipe technique qui m'accompagne en ce moment. Merci d'être là pour nous, merci de nous suivre. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Je vois là maman Sophie Kapangala, papa Félix Ngoyi Fox, la force tranquille de Kentucky. Je n'oublie pas mon vieux personnel Didier Kabemba, Joka, Djika, mon ami Kili. Merci d'être toujours là. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos vidéos, vous ne le regretterez pas. Merci. Monsieur Kempes Kipepo, je reviens à vous. L'actualité reste dominée par le 19e sommet de la francophonie. Nous avons suivi tous les discours d'Emmanuel Macron qui a complètement zappé les cas de la RDC lorsqu'il était en train de citer les crises à travers le monde. Comment avez-vous analysé les discours de Macron à l'ouverture de ce sommet? Alors Serge, merci pour la question, merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. Je vous en prie. Que je sois aujourd'hui avec vous dans cette émission. Et donc, pour répondre à votre question, je vais parler comme panafricaniste d'abord, parce que c'est un mouvement vraiment
qui va aider donc les Africains à pouvoir soit décoller, soit arrêter, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, cet esprit moutonnier, être toujours derrière les Occidentaux et les autres. Vous savez, si Musée était en vie, aujourd'hui, au Congo, on ne parlerait pas de cette histoire de francophonie. Je me rappelle, à un certain moment, Musée disait qu'il s'agissait, cette histoire-là, n'est-ce pas, il s'agissait, n'est-ce pas, des sous-présidents. Ça, c'est mon expression. Musée avait utilisé une autre expression, mais moi, je préfère parler des sous-présidents. Ça veut dire, ce sont il y a les sous-présidents autour d'un véritable président de la République. Vous comprenez? Et dans cet état des choses, il n'y a pas moyen que les Africains comprennent le pourquoi du véritable combat. Parce qu'il y a vraiment un véritable combat. Et le véritable combat, c'est combattre tout ça, la francophonie et consorts. Vous comprenez? Pour répondre maintenant à la question, moi, je ne m'attendrai jamais que Macron, n'est-ce pas, puisse pointer du doigt le Rwanda. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a zappé, tout simplement. Il a zappé, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas parlé du Rwanda. C'est ça, c'est ce que les Congolais attendent. Il faut que les dirigeants comme Macron puissent parler de cette insécurité, n'est-ce pas, à l'est du Congo. Puissent pointer du doigt le Rwanda. C'est ça, effectivement, ce qui est attendu dans l'opinion congolaise et même dans l'opinion africaine. Mais ce n'est pas possible. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Macron a complètement zappé le cas de la République démocratique du Congo, en présence même du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut parler là d'un revers diplomatique? C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Macron puisse parler de la guerre à l'Est. Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai toujours dit, si vous suivez dans les émissions précédentes, je dis toujours que cette histoire de guerre à l'Est, c'est les Occidentaux qui sont derrière, notamment Macron, voyez-vous. Et Macron parlait de l'Est et pointer du doigt le Rwanda, ce n'est pas possible, parce que c'est son affaire, c'est leur affaire, c'est l'affaire de l'Occident. Et je dis toujours que Kagame a toujours été utilisé dans cette histoire de guerre à l'Est ou l'insécurité à l'Est. Donc, ceux qui attendent que Macron, n'est-ce pas, puisse parler de la guerre à l'Est, ils se trompent. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un échec de la diplomatie congolaise? La diplomatie du régime actuel a échoué depuis le commencement, vous savez. Pourquoi je dis toujours que cette diplomatie a échoué, la diplomatie du régime? C'est déjà, le régime n'est pas accepté comme tel par la communauté internationale, voyez-vous. C'est donc Félix qui, tout simplement, est en train de forcer les choses. Voyez-vous, il n'est pas accepté par le fait, pour plusieurs raisons, mais je peux en donner peut-être 2 ou 3. Vous voulez dire que jusqu'à aujourd'hui, malgré son deuxième mandat, le régime de Félix Tshisekedi n'a toujours pas été accepté par les Occidentaux? Le régime de Tshisekedi n'est pas accepté et il ne sera pas accepté. Et pourtant, il a été élu avec 70 et quelques % de voix par les Congolais. C'est tout ça qui fait que les régimes ne soient pas acceptés. Vous comprenez? Un blanc, vous êtes ici aux États-Unis, vous connaissez comment fonctionne le blanc. Vous ne pouvez pas tromper 2 fois un blanc. Vous comprenez? Moi, quand vous parlez de la diplomatie, j'ai fait toujours recours
à cette histoire de Genval. Vous comprenez? Ça veut dire, cette histoire a compliqué la vie politique du régime au Congo, voyez-vous. La volonté de l'Occident était autre que ce qu'on a vécu. Ça veut dire pour l'Occident, c'était une trahison. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on colle, n'est-ce pas, au régime tout ce qu'il y a comme méfait en termes de gestion. Vous avez parlé des élections, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est le terme qu'il faut utiliser. Mais est-ce que sur le plan, vous avez des exemples politico-historiques de ce qui s'est passé en RDC en termes d'élections? Ça n'existe pas. Nous sommes le premier pays à avoir organisé les élections dans ce sens. Et comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux? Vous comprenez? Ça veut dire, pour moi, il y a d'abord ça, il y a le fait que le président Félix n'ait pas accepté, et il y a le fait, n'est-ce pas, du véritable combat que les Africains doivent mener, et les Congos en particulier. Le véritable combat, c'est celui, n'est-ce pas, de penser que les vrais ennemis du Congo ou de l'Afrique, ce sont les Macron, ce sont les autres, tout ça, l'Occident ou les Occidentaux en général. Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il est grand temps que les Africains ou encore les Congolais en particulier opposent un rapport de force en quittant, par exemple, la francophonie? Malheureusement, c'est pas le Congo de Félix qui veut quitter cette histoire de la francophonie. C'est pas lui. Parce que lorsque vous regardez, oui, je suis très sérieux quand je parle comme ça. Pourquoi je dis ça? Vous savez, tous les voyages que Félix est en train de faire, c'est pour négocier le fait d'être, n'est-ce pas, de vouloir être un bon élève. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'il peut quitter la francophonie? Je ne pense pas. Vous voyez? Parce que sur le plan international, Félix est dans une très mauvaise posture. Et quitter la francophonie, n'est-ce pas, ce serait signer, ou alors, signer son arrêt des morts politiques. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire qu'en ce moment précis, il est difficile au président de la République démocratique du Congo de pouvoir quitter certaines organisations telles que la francophonie, d'autant plus que son pouvoir est faible, c'est ce que vous voulez dire? Il ne peut même pas penser à ça, voyez-vous, il ne peut pas penser un jour à quitter. Et s'il le fait, parce que c'est ça le souhait de tout le monde, c'est ça mon souhait également, c'est de voir Félix un jour décider de quitter cette histoire de la francophonie. Et ça va lui donner un peu de la valeur sur le plan de l'opinion d'abord nationale, parce que c'est ce qui est important, et aussi sur le plan au niveau des autres pays africains qui nous soutiennent, parce qu'il y en a qui nous soutiennent. Vous comprenez? C'est ça les souhaits. Mais malheureusement, Félix, je ne vois pas Félix quitter la francophonie. C'est pas possible. Voilà un autre fait qui a marqué l'opinion dans le déroulement de ce 19e sommet de la francophonie. C'est cette photo entre Félix Tshisekedi et Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise et secrétaire générale de la francophonie, mais aussi cette photo de famille où on a vu les présidents de la RDC s'afficher dans cette photo avec le président du Rwanda. Comment avez-vous aperçu cette image-là de président Tshisekedi qui serre la main à Louise Mushikiwabo? Alors, je pense que c'est vraiment humain que cela puisse arriver.
même dans des rencontres avec Paul Kagame en Angola et partout, je ne pense pas qu'ils arrivent seulement comme ça et puis commencer à parler sans pour autant se saluer. Ça c'est dans la conception des gens qui ne comprennent pas en réalité cette politique-là. Voyez-vous, c'est-à-dire on veut, ça c'est en quelque, ne pas serrer la main de cette dame-là, ça va paraître comme du populisme. Ça veut dire on veut tout simplement montrer à ceux qui veulent que cela arrive que on peut aussi faire ça, mais ça n'a aucun sens. Donc, selon vous, c'était normal que Félix puisse serrer la main de cette dame-là, alors qu'il y a 2 ans, son premier ministre avait refusé de s'afficher avec le président rwandais, dans les mêmes circonstances d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vouloir, n'est-ce pas, faire plaisir à ceux qui veulent. Il y en a qui veulent voir des choses comme ça. Et vous parlez du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un ordre qu'il avait reçu. De qui? Mais de sa hiérarchie, de son chef, qui est Félix, bien sûr, Félix Tshisekedi. C'est un ordre qu'il a reçu. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est aussi ça le problème de ces régimes. C'est-à-dire, à midi, le matin, on peut dire A et à midi, on dit B. Voyez-vous, cette façon de faire, n'est-ce pas, affaiblit politiquement le régime. Voyez-vous, ça veut dire, ici, je donne raison à ceux qui disent qu'il y a le pouvoir en place est en train de tâtonner dans sa gouvernance. Ça veut dire on ne sait même pas ce qui va se passer à midi. Vous voyez, donc ici, il faut retenir que c'est le Premier ministre Sama, l'ex-premier ministre Sama, avait reçu l'ordre de pouvoir se comporter de la sorte. Mais ça a changé quoi sur le plan de l'insécurité à l'Est? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce comportement-là, c'est par rapport à cette insécurité. Ça a changé quoi? Macron garde le même discours. Et je suis sûr que chaque fois que Macron rencontre Félix Tshisekedi, il reprend le même discours. C'est quel discours? Macron souligne bien, il dit le discours politique avec le M23. On lui a toujours répété ça. C'est pourquoi je dis que moi je ne m'attendais à rien, parce que je savais que ce sont les mêmes mots qui allaient revenir. Demander aux Congolais de pouvoir, n'est-ce pas, parler, ou au régime, ou au gouvernement de pouvoir parler avec le M23. Vous comprenez? Pourquoi Macron dit ça? Parce que dans les chefs de nos dirigeants et de nous-mêmes Congolais, nous savons que, sauf moi, peut-être quelques-uns qui pensent que cette histoire, c'est une affaire des Occidentaux. Et lorsque vous avez parlé ici d'opposer, n'est-ce pas, un certain rapport de force, c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous comparez Félix Tshisekedi et le président burkinabé en termes de discours? Quand le président burkinabé parle, vous sentez que lui, au moins, comprend le véritable combat qu'il doit mener. Est-ce que vous voulez dire que Félix ne comprend pas ce qu'il doit faire? Mais quand il va là-bas, il sait qu'on va lui dire, on va lui demander de parler avec le M23. Ce qui n'est pas aussi mauvais de parler avec le M23. Parce qu'en réalité, il y a aussi des Congolais dans le M23. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème? Non. Je l'ai dit dans les émissions précédentes que lorsqu'on pose très mal la question, on ne peut pas avoir de réponse correspondantes au problème que vous avez. Voilà, on va évoluer pendant que la francophonie se déroule à Paris, à Kinshasa. Il y a un autre débat qui taraude l'esprit des hommes politiques congolais. On parle tantôt d'une révision de la Constitution, tantôt carrément d'un changement
de la Constitution congolaise. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, y a-t-il opportunité de réviser ou encore de changer la Constitution? D'abord, comme tu l'as dit, il y a trop de confusion sur cette question. Vous allez voir qu'il y en a qui parlent de révision, il y en a qui parlent de changement de la Constitution. Mais pour ceux-là qui parlent du changement de la Constitution, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun article ou alors la Constitution ne prévoit rien sur ce qui est changement de la Constitution. Voyez-vous? Donc, sur cette question, moi je pense qu'il serait mieux de rester muet parce que ce n'est pas possible. Il n'y a pas possibilité de pouvoir parler du changement de la Constitution. Et s'il faut y penser, ça veut dire que il faut plutôt penser aux grands événements, notamment la prise de pouvoir par la force ou le coup d'État par exemple. C'est en ce moment, parce que c'est en ce moment on parle de la caducité, n'est-ce pas, de la Constitution. Voilà. Et donc sur cette question, que les gens aient leur apaisement, il n'y a pas possibilité, malgré les... Donc, selon vous, c'est que Adolphe Muzito est en train de proposer, il les propose en l'air, il n'y a pas possibilité de changer cette constitution-là. Moi, je pense que, peut-être que je ne l'ai pas encore suivi, mais sincèrement, je vous dis qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir changer la constitution. Vous allez faire comment? Comment ils vont faire? La seule possibilité pour l'instant de changer la constitution, c'est de dire au M23 d'aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Mais ils évoquent le référendum, par exemple, pour changer la constitution. Hein. Non, c'est ça le problème. Vous savez, quand ils parlent de référendum, nous venons avec ce que nous avons, j'en ai parlé, des élections, avec tout ce que nous avons vu comme élection, et vous parlez lui il parle de référendum populaire. Moi, je pense qu'à un certain moment, les politiciens congolais doivent être sérieux. Il ne faut pas qu'ils prennent des gens pour de n'importe qui ou quoi. Quand on parle si Muzito parle, n'est-ce pas, de cette histoire, il défend, je ne l'ai pas encore suivi, je vais faire un effort pour le suivre. C'est des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de caresser le pouvoir. Parce que, vous savez, c'est comme ça que ça se passe au Congo. Ça veut dire que si vous voulez, vous cherchez un poste, il faut soutenir le pouvoir dans ces démarches. Vous voyez, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Muzito, c'est quelqu'un qui est connu comme ça. Moi, j'ai eu à parler avec Muzito quand il était ici à Cincinnati. Il a eu à tenir une conférence, tout ça, il y a eu des questions. Mais au couloir, on a eu à parler avec lui. Je lui ai posé plusieurs questions. Peut-être qu'on n'a pas le temps de pouvoir évoquer toutes ces questions que j'ai eu à poser. Donc, selon vous, si je vous ai bien suivi... Vous sentez en Muzito un homme qui n'a pas de position. C'est vraiment pas un véritable politicien. Donc, Muzito n'a pas de position. Ce qu'il est en train de faire, c'est caresser les pouvoirs afin de se trouver un poste. Mais tout à fait. En proposant le changement de la Constitution. Comment un homme normal, avec ce qui s'est passé, comme élection au pays, au Congo là, on va parler de référendum populaire. C'est vrai parce que en réalité, pour changer la Constitution, il faut passer, parce que cette Constitution là, elle est passée par le référendum. Ça veut dire que pour la changer, il faut y aller encore. Voyez-vous? Mais est-ce que le problème qu'il y a là, c'est que la qualité des politiciens, vous voyez, c'est cette qualité qui pose aussi un problème. Ça veut dire que pour des gens normaux, ils ne peuvent pas placer de confiance dans ce genre de politiciens, vous comprenez. C'est comme ça que nous parlons nous avons parlé ici de la francophonie avec tout ce qui s'est passé. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux avec des choses comme ça? Vous savez, vous avez une classe
ou alors un pouvoir qui a organisé ce genre d'élections-là, et vous venez parler de référendum pour, n'est-ce pas, donner des béquilles à ces pouvoirs qui est affaibli par ces faits même d'organiser ces élections chaotiques-là. Mais il y a l'opinion qui soutient le changement de cette constitution est en train de vouloir... en fait, il est en train d'arguer que cette constitution, c'est une constitution écrite par les belligérants. Et, de cet effet-là, il faut la changer. N'ont-ils pas raison? Non. Ici, ça veut dire qu'ils sont en train de remettre toute cette intelligence qu'il y a eu pour pouvoir faire cette constitution-là. Ceux qui ont fait la constitution, c'est des gens intelligents. Et ce qui est vrai, c'est que tout le monde a été là. On parle des belligérants qui sont avec le pouvoir aujourd'hui. Ces belligérants-là, est-ce que c'est pas contradictoire? Belligérants, mais ils sont avec... ils sont dans l'entourage intime d'ailleurs du président de la République ou du pouvoir. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose de pouvoir aller dans ce sens. Vous voyez, parce que tous les exemples qui sont en train de donner, j'ai suivi des gens donner les exemples de plusieurs pays. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que la qualité des politiciens que nous, Congolais, nous avons, c'est une qualité, c'est une mauvaise qualité. C'est pourquoi il y a tout ça, il y a tous ces doutes-là. Nous n'avons pas de politiciens chez nous au Congo. Vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, les régimes ou alors le pouvoir de Mobutu avait détruit cette société congolaise. Quand je parle de Mobutu, ici, je vois tout le monde. Vous voyez, parce que même l'IDPS vient de là. Et c'est comme ça que vous allez voir la société congolaise. C'est une société où, pour faire la politique, n'est-ce pas, il faut s'asseoir sur des montagnes de mensonges et créer des situations compliquées sur base des mensonges. Vous voyez? Et c'est là, c'est devenu comme une culture pour les politiciens congolais. Mais si vous n'êtes pas favorable au changement de la Constitution, mais quand même, on peut la réviser. Non. Augustin Kabouya, qui est président intérimaire de l'UDPS, lui, il est en train de dire que voilà, il faut réviser la Constitution. Il a donné ses raisons, ça retarde la mise en place du gouvernement, ça bloque deux fois les présidents de la République qui n'a pas plein pouvoir à agir et aussi il évoque le mandat du président de la République qui est réduit, d'autant plus que la dernière année, c'est une année électorale et voilà les tractations qui vont pour organiser ou mettre en place les gouvernements, ça prend du temps, ce qui fait que les mandats plutôt du président de la République est à peu près de 3 ans. N'a-t-il pas raison, lui? Non, il n'a pas raison. Dans une émission qu'on a eu à faire avec vous, je vous avais dit que s'il y a la volonté, 2 mois c'est beaucoup. Tout change. C'est le fait qu'il n'y a pas la volonté. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a tous ces arguments-là. C'est des arguments qui ne sont pas fondés. Il y a la Constitution. La Constitution prévoit, n'est-ce pas, la révision. C'est tout à fait normal. La Constitution prévoit la révision de la Constitution, mais seulement il faudra expliquer l'opportunité. Mais justement, l'opportunité, ils disent que voilà, le président n'arrive pas à exercer son plein pouvoir, on ne comprend pas dans quel régime politique on se trouve, tout ça, ça pose problème. Ils ont quand même raison de dire ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas fondé. Augustin, quand il parle, il doit parler vraiment comme un Congolais. Mais il est, il est Congolais. Oui, c'est un Congolais. Mais il parle comme un Congolais, non? Il y a Congolais et Congolais. Vous comprenez? Quand je dis Congolais, je vois la grandeur, d'abord en tant que pays. Ça veut dire que nous ne devons pas réfléchir comme
des gens qui, comme par exemple des gens qui ne sont là que pour leurs intérêts. Il y a des Congolais qui ne sont là que pour leurs intérêts et il y a des Congolais qui pensent vraiment qu'on peut faire autrement. Je m'explique. Mosé Kabila, quand il arrive au pouvoir, je parle de Mosé parce que moi j'ai vécu. Je ne sais pas si tu as vécu aussi l'époque de Mosé. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il a fallu combien de temps pour changer les choses? Pourquoi à l'époque de Kabila, Mosé, on n'a pas parlé du temps? Ça veut dire, le premier jour où il prend le pouvoir à Lubumbashi, il s'autoproclame président de la République et tout change, tout commence à changer. C'est une question de volonté, ce n'est pas une question du temps. C'est là où il faut comprendre que j'ai suivi, il y a des débats qui sont faits à travers le monde. J'étais en train de suivre des Maliens qui parlaient, qui insultent les Congolais. Vous voyez, qui ont toujours insulté les Congolais sur cette question du fait que les Congolais, nous ne savons même pas que notre pays, c'est l'espoir de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ce Congo qui est espoir de l'Afrique où on réfléchit comme ça. Pourquoi il faut qu'on révise la Constitution? L'élément clé ou bien la visée correcte, n'est-ce pas, de gens de l'IDPS, c'est ce que tu as dit en dernier lieu. Tu as parlé du mandat du président de la République. C'est ça le problème de gens de l'IDPS. Donc, vous pensez que l'objectif principal, c'est les mandats du président de la République? Bien sûr, parce après 4 ans, il va quitter le pouvoir. C'est ça être un Africain ou un Noir. Parce qu'un Noir, nous, le Noir, nous réfléchissons comme ça. Vous savez, il faut que Félix soit encore là. Dans l'UDPS, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut remplacer Félix Tshisekedi? Comment les gens peuvent raisonner comme ça? Vous savez, vous avez dit quelque chose lorsque vous étiez en train de parler, d'introduire l'émission. Vous avez dit que je m'intéressais également à la spiritualité. En spiritualité, il y a une notion qui parle d'une pensée qui dépend d'une autre pensée. Ça veut dire, lorsque vous regardez l'homme noir a été créé mentalement par les colonisateurs. Les colonisateurs a mis dans le chef de l'homme noir l'idée que l'homme blanc est toujours supérieur et il restera supérieur. Et c'est comme ça que nous, en tant que Noirs, nous évoluons, nous fonctionnons comme ça. Ça veut dire qu'il faut que ça soit seulement... Vous avez vu même à l'époque ce n'est pas seulement aujourd'hui, même à l'époque de Joseph Kabila. Pourquoi les gens disaient que Totondi Yoté? Et ils se retrouvaient, c'est comme ça qu'ils disaient Batonda qui était. Parce que s'ils restaient encore, ils allaient être là en train de manger. Mais entre-temps, il y a le peuple qui souffre. Donc, on va... En spiritualité, c'est ça le plus grand péché. C'est-à-dire, toi, dominer quelqu'un en termes de pensée. C'est ça le plus grand péché de la... Ça, c'est selon moi. Hein. D'autres vont dire que non, il n'y a pas de petit ou grand péché, tout ça. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas réfléchir, ne sait pas penser pour lui-même et qu'il est obligé de suivre l'autre en termes de pensée, ça veut dire que cet homme-là, il est aliéné spirituellement, même s'il prie comment. C'est comme ça que vous voyez la société congolaise et africaine en général n'avance pas.
Voilà, on aura le temps de revenir dans d'autres émissions hein, sur la spiritualité. Mais moi, j'aimerais quand même, avant de clore ce dossier de changement ou de la Constitution, est-ce que aujourd'hui, en âme et conscience, en regardant les Congolais qui nous suivent, vous pouvez dire que cette constitution-là n'a pas de lacunes et qu'il n'y a pas opportunité ni de la changer, ni de la modifier. C'est une œuvre humaine, ça ne peut pas manquer de lacunes. Mais pourquoi seulement maintenant? C'est ça la question. Et puis, changer la constitution. Si vous lisez l'article 219 et 220, vous allez voir clairement ce qui est dit là. Vous voyez, je parlais de la révision, nous parlons de révision. Révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Vous savez, pour réviser la Constitution, il y a des préalables. Mais il se fait que nous sommes dans un état de siège. Et même l'état de guerre, parce que nous sommes en guerre, c'est nous-mêmes qui ne disons pas, ou c'est le pouvoir qui n'a jamais déclaré la guerre, mais en réalité nous sommes en guerre. C'est là, je reviens à cette histoire de la francophonie. Comment voulez-vous que Macron parle de la guerre, n'est-ce pas, à l'Est ou de l'insécurité à l'Est? Parce que si vous suivez Macron, il n'a parlé que des pays qui sont en train de connaître l'agression, n'est-ce pas? Mais la RDC connaît l'agression aussi. Évidemment. Le président de la République démocratique du Congo les dit tout le jour. Non, ceci doit être officialisé. Vous comprenez? Parce que sinon, si on dit par exemple que non, c'est... Officialisé, ça veut dire quoi? Vous voulez que la RDC déclare la guerre au Rwanda? Oui. Mais c'est ce que nous attendons. Parce que jusque-là, comment nous pouvons dire que nous sommes en guerre contre le Rwanda alors que les deux ambassades fonctionnent, les frontières sont ouvertes? Vous voyez? Est-ce qu'on peut parler de la guerre de cette façon-là? C'est comme ça que lorsque Bitakwir a dit que c'est une guerre amicale, je trouve que ce monsieur, il a raison de dire ça comme ça. Vous voyez? On n'a pas besoin de cette façon de faire les choses. Nous voulons que les Congo entrent réellement en guerre. C'est ça le problème du Congo. Vous savez, si le Congo entrait en guerre aujourd'hui contre le Rwanda, ça va changer la donne. Ça y est, on n'aura même pas besoin de toutes ces choses-là, non changer la Constitution, tout ça, ou réviser la Constitution. Voilà, on va évoluer. Je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois sur ce plateau Monsieur Kempes Kipepo. Il est analyste politique, spiritualiste, membre de la diaspora congolaise. Monsieur Kempes, je reviens à vous. Entre-temps, il y a une autre aile de l'opposition qui parle du dialogue. Est-ce que, au regard de tout ça, il n'est-il pas important aux Congolais de dialoguer et de trouver des solutions aux problèmes qui minent la société congolaise? Alors, je vais me référer du discours du président ou de la réponse du président quand il parle de dialogue et il dit quand même que il n'y a pas de crise politique. Ça, là aussi, ça pose un sérieux problème. Je ne sais pas comment lui définir la politique, mais moi, j'ai ma façon de définir la politique. Je vous ai toujours envoyé sur la définition la définition en termes de la philosophie politique. Si vous y entrez, vous allez voir que la politique, cette action-là est ordonnée dans un sens pour un objectif, et l'objectif c'est le bonheur. Et le bonheur c'est le bien commun. Hein? Le bien commun, ici il ne faut pas confondre le bien commun et l'intérêt général, parce qu'il y a trop de confusion aussi sur cette question. Mais le bien commun, en réalité, il est spirituel, il n'est pas physique. Je vous avais parlé de la justice. Je dis toujours que la finalité de la politique, c'est la justice. Or, lui-même, le chef de l'État, a toujours décrié cette justice. Il a toujours dit que
la justice, elle est malade et qu'on sort. OK? Si la justice est malade, cela veut dire que même la politique, c'est la politique qui est en réalité malade. Voyez-vous, c'est comme ça que vous allez voir que la politique a toujours été, je parle ici de la société congolaise. La politique a toujours été au-dessus de tout. Ça, ce n'est pas seulement la société congolaise, c'est partout dans le monde. La politique, c'est elle qui dicte tout. C'est tout à fait normal, non? Non, c'est tout à fait normal. Mais la réalité au Congo est autre. Vous voyez, est-ce que vous pouvez dire que la politique prend les dessus ici sur les autres... Bon, Alors, répondez maintenant à ma question. Je disais que, est-ce qu'il y a-t-il opportunité de faire un dialogue au regard du tableau que vous venez de brosser tout à l'heure? Ok. J'allais arriver là-bas. J'étais en train de parler du discours du chef de l'État lorsqu'il parle de la crise politique. Pour lui, il n'y a pas de crise politique. Moi, je dis, dès lors que la justice est malade, vous savez que la politique, elle est malade. Vous savez, il y a une crise. Et donc, la société congolaise, c'est une société en crise depuis toujours. Voyez-vous? C'est une société où il y a la crise. C'est vrai que la crise, elle est multidimensionnelle. Ici, nous parlons de la politique, de la crise politique. Il y a toujours cette crise-là, depuis toujours. Mais le président n'a-t-il pas raison de dire qu'il n'y a pas de crise? Parce que visiblement, tout le monde le voit, il n'y a pas de crise. Hein? Non, il n'y a pas de crise politique en République démocratique. S'il faut que je donne raison à Félix Tshisekedi, c'est lorsqu'il dit que l'opposition est faible et a pété. Il a raison. Parce que pour lui, il faut que cette opposition-là impose un rapport de force. Oui, arrête avec cette histoire de bureaucratie. On parle dans des bureaux, tout ça. Non, non. C'est pas comme ça que l'opposition doit fonctionner. À ce stade, il a raison. Mais selon vous pensez que l'opposition, c'est aller casser, détruire tout ce qu'on voyait avec l'UDPS avant qu'il n'arrive au pouvoir? Non, il y a toujours d'autres moyens. Il y a de manifestations pacifiques. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aller casser. J'ai parlé ici de la destruction de la société congolaise par... Mais toutes les manifestations qu'on a eu à voir dans le passé, c'était toujours pacifique, mais on sait comment ça se termine. Hein? Oui, on sait comment ça se termine parce que, d'une part, il y a ces politiciens qui sont dans... Je parlais tantôt de la mauvaise qualité des politiciens. Et d'autre part, il y a ceux-là, parce que j'ai parlé également des gens qui pensent que la politique, il faut la définir comme étant l'art de mentir. Hein? On reconnaît là son nom part. Il y en a qui pensent que la politique, c'est un art de mensonge. Vous voyez? Et ils prennent ces mensonges-là, ils brandissent. Et dans cette situation, dans ce contexte-là, ça va court-circuiter. Vous comprenez pourquoi? Parce que je prends l'exemple du régime de Kabila, Joseph Kabila. On dit qu'il est rwandais. Et si vous regardez la plupart des fois que les Congolais ont manifesté, c'est du fait de ça. C'est-à-dire, les gens ont fait croire aux autres que Kabila était rwandais jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui en parlent. Vous voyez? Donc, ce mensonge-là est devenu une vérité aujourd'hui. Ou alors à un certain moment, parce qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Mais je ne suis toujours pas satisfait par rapport à ce que vous dites. Y a-t-il opportunité aujourd'hui pour le Congolais de se mettre autour d'une table et de dialoguer pour trouver des solutions aux problèmes qui minent la société congolaise ou pas? Je réponds directement. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pensez? Il y a opportunité. Mais est-ce que c'est le moment? Le président de la République lui-même a posé, il a été clair lorsqu'il dit qu'il n'y avait pas, quand il dit qu'il n'avait pas, il ne voyait pas le pourquoi d'organiser des dialogues et qu'il était ouvert à tout le monde, tout ça. Ça,
il a raison. Mais la question qui se pose ici, c'est le fait que cela ne vient pas de lui. Je ne suis pas pour que ce dialogue soit organisé. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas du président de la République. Il y en a qui spéculent, hein, qui disent que c'est un piège, c'est venu de lui, tout ça. Et bon. Mais c'est écrit où, dans quel livre, dans quelle constitution, que le dialogue ne doit être que l'initiative du président de la République. Et non, pourtant, tous les Congolais sont libres de réfléchir et de proposer des idées. Félix l'a dit, vous savez, tout le monde est libre. Tout le monde peut proposer. Vous voyez? Mais ici, la question, c'est la personne qui est en train de demander le dialogue, qui est en train de vouloir que ce dialogue soit tenu, c'est cette personne qui pose problème. Donc, la manière on va appeler les chats par son nom. La personne qui propose les dialogues, c'est Martin Fayulu. Parce qu'on l'accuse. Vous voulez dire qu'il n'est pas crédible? Je ne dis pas vraiment ça, mais on l'accuse, n'est-ce pas, depuis un certain moment, d'avoir des rapprochements avec le pouvoir, depuis un certain moment. Vous voyez? Et lorsque vous regardez ce qui s'est passé lors des campagnes électorales, vous allez peut-être donner raison à ceux-là qui pensent de cette façon-là. Parce que il y a eu une certaine injustice de la part de certains opposants. Mais quant à ce qui concernait Martin Fayulu... Injustice de la part de certains opposants, qu'est-ce que vous voulez dire? Soyez un peu plus clair. Oui, je vais être clair. En pleine campagne, il y avait eu notamment Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, on a mis le bâton dans le roue à chaque fois qu'il était en train chaque fois qu'il sortait en campagne, etc. Il y a eu des policiers qui tiraient, on a eu même à tirer sur... Attendez. Je vais vous redonner la parole. Oui. Permettez-moi de vous relancer. Oui. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que Mouzito était tantôt plus tôt, on ne comprenait pas ce qu'il était, tantôt il cherchait des postes en proposant le changement de la Constitution. Vous dites que Martin Fayulu a des accointances avec Félix en proposant les dialogues. Donc pour vous, le vrai opposant au régime de Félix, c'est Moïse Katumbi. Non. Moïse, peut-être que je vais te surprendre. Moïse, c'est pas vraiment un opposant même de tous les régimes. Bon? Oui, même attendez. Et pourtant, il a combattu le régime Kabila. Attendez, il est en train de le faire avec Félix aussi. Attendez. Moïse, s'il faut que je parle bien de Moïse, parce que je crois un peu les connaître. C'est pas du genre de gens qui... Il n'est pas comme les Félix, hein, en opposition. Ça veut dire, les Félix, c'est des manifestations. Vous voyez? Mais lui, à un certain moment, il a un cœur. Il a toujours refusé, je le connais, il a toujours refusé que l'on puisse, par exemple, aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est en train d'être arrivé. On va parler de ça tout à l'heure. C'est les politiciens les plus populaires aujourd'hui. Moïse Katumbi. Vous avez vu Attendez. Les politiciens les plus populaires au Congo, c'est Moïse Katumbi. Je suis responsable. Alors qu'il a échoué aux élections face à Félix. Je suis responsable de mes mots. Sinon, on n'allait pas parler des élections politiques. Vous voyez? On a vu lors des campagnes, on a vu qu'est-ce que Moïse représente par rapport à ça. Et on a vu tous les autres. Pourquoi nous disons c'est des élections chaotiques? Parce que justement, on ne lui a pas donné la victoire. On lui a volé la victoire. Donc, selon vous, c'est Moïse qui avait gagné les élections de 2023. C'est cet homme politique le plus populaire qui ne veut vraiment pas entrer en action par rapport à ce qui se passe au pays. Nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller en dialogue ou alors il faut... ou bien aller au dialogue où il faut, n'est-ce pas, poser des actes en tant qu'opposant pour obliger que le pouvoir, par exemple, trouve la solution sur ce qui est insécurité à l'Est. Entre aller au dialogue, parce que là,
Beaucoup d'ailleurs en parlent, c'est connu de tous. Les dialogues, nous savons comment ça commence et comment ça finit. Ça veut dire que ça finit toujours par n'est-ce pas, de postes et consorts. Voilà, on va évoluer. La télévision, c'est les temps. Donc, selon vous, en définitive, il n'y a ni opportunité de reviser la Constitution, ou encore de la changer. Il n'y a pas non plus opportunité de dialoguer. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place? Non, moi je propose personnellement, c'est que l'opposition doit exister. C'est l'opposition qui fait exister le pouvoir. Vous comprenez? Et vice-versa. Mais nous sommes ici dans un contexte où l'opposition devient de plus en plus affaiblie. Si vous enlevez seulement les journalistes de l'opposition qui passent chaque fois à la télé pour parler, vous allez voir qu'il ne reste rien de l'opposition. C'est là où je suis en train de dire ici que Moïse, ce n'est pas un opposant. Il a démontré noir sur blanc qu'il était populaire. Il a démontré noir sur blanc qu'il est... les politiciens les plus populaires, selon vous. Mais j'assume. Si vous voulez... Il y a des gens qui nous suivent. Hein? J'assume. C'est pourquoi d'ailleurs tout le monde a peur de lui. Je vais parler, puisque vous insistez, je vais parler de Martin Fayoulou. Est-ce que vous savez que Martin Fayoulou n'a jamais été populaire? Quand je dis populaire, ici je regarde les élections de 2018. Qu'il avait gagné selon lui. Il a gagné. Martin Fayoulou a gagné les élections, mais comment? Il a gagné les élections simplement parce qu'il y avait un certain Moïse qui lui a donné les voix. Ah bon? C'est une histoire qui se répète. C'est une histoire qui s'est répétée. En 2006, on a vécu la même chose. Jean-Pierre Bemba n'était pas populaire. Il fallait regarder le meeting qu'il a organisé au stade Tata Raphaël, son premier meeting, vous vous rappelez? Il n'avait jamais été populaire. Il a fallu que Papa Étienne Tshisekedi demande, n'est-ce pas, aux membres de l'UDPS de voter pour Jean-Pierre Bemba. Et les deux ont été rattrapés par ces deux réalités-là, par ces réalités-là. Vous allez voir qu'après 2006, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas du fait qu'il a été... qu'il a passé le temps qu'il a passé à la CPI, tout ça qui a fait de lui. Non, en réalité, Jean-Pierre Bemba n'était pas populaire. C'est l'UDPS qui a donné une bouffée d'oxygène à Jean-Pierre Bemba. C'est comme Martin Fayoulou. Ça s'est démontré lors des campagnes de 2023. Tout le monde a compris, vous avez compris. C'est vrai, il est populaire à sa manière. Il est populaire à sa manière. On ne peut pas citer... Mais pas plus populaire que Moïse. On ne peut pas citer deux politiciens populaires au Congo et parler de Martin Fayoulou. Non. Mais voilà. Merci. On va, la télévision, c'est les temps. On va clôturer l'émission. Et comme vous avez parlé de Moïse, hein, il y a une plainte en gestation contre Moïse Katumbi, selon les révélations que nous avions reçues, à cause de cette histoire de l'aérodrome qu'il est en train de construire. Quel est votre point de vue? Alors, j'ai lu un message que les prélats catholiques et protestants de ces coins-là adressé au président de la République. Je me suis tout de suite dit que si ce n'est pas un acharnement, alors c'est tout simplement le fait nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution ici. Vous savez, à l'UDPS, il y a une technique qu'ils utilisent ou une manœuvre. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un événement, ils préparent un événement, ils cherchent à réduire au silence
certains opposants qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent s'opposer farouchement du fait de leur popularité, c'est le cas de Moïse, et les réduire au silence pour que cela arrive, pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, soit à réviser la Constitution, soit à changer la Constitution. Donc, vous voulez dire que les manœuvres qui se font autour de l'arrestation de Moïse Katumbi, c'est justement pour le réduire au silence afin que l'IDPS et l'Union sacrée aient la possibilité de changer la Constitution, c'est ce que vous voulez dire? Parce que j'étais en train de dire ici que Moïse, c'est aujourd'hui le politicien le plus populaire. Il y en a. Vous insistez trop sur la popularité de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous katumbiste? Non, non, non. Moi, sur cette question, vous savez, quand vous dites, attendez, si vous dites katumbiste, le iste, le radical iste, là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a derrière le iste, il faut qu'il y ait une pensée. Mais Moïse, ce n'est pas une pensée sur le plan politique, ce n'est pas vraiment une pensée. Je ne connais pas Moïse en ce sens-là. Mais si vous voulez dire par exemple que je suis pro-Katumbi, là vous vous trompez. Moi je n'ai jamais défendu Moïse Katumbi. Moi je défends Joseph Kabila. Vous savez pourquoi? Allez-y, je vous écoute. Je vous explique. Je défends Joseph Kabila parce que c'est le seul politicien au Congo qui a tout pris, qui a pris tous les coups. Mais dans le sens du mensonge. Vous comprenez? Raison pour laquelle j'ai toujours soutenu... Mais allez-y, allez-y. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu Joseph Kabila. J'avais, à un certain moment, lorsque Moïse parla de troisième penalty, je m'étais dit que même Moïse ne comprenait pas les jeux politiques. Ah bon? Oui, il ne comprenait pas. Vous savez, on a trop menti sur cet homme. Sur Joseph Kabila, vous voulez dire? Aujourd'hui, vous allez... Pourquoi il y a des gens qui demandent comme ça pardon à Joseph Kabila? Beaucoup d'ailleurs, surtout des communicateurs, des journalistes et tout ça. Beaucoup demandent pardon. Pourquoi ils demandent pardon? Et en demandant pardon, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont beaucoup menti sur beaucoup de choses qu'ils ont dites sur Joseph Kabila. Mais la question que beaucoup de téléspectateurs vont se poser, je vous la pose directement. Comment pouvez-vous soutenir quelqu'un qui, selon les Congolais, a détruit le pays pendant 18 ans et il n'a rien fait? Comment pouvez-vous soutenir une telle personne? Je m'attendais à cette question quand je parle de Joseph Kabila. Parce que partout je parle de Joseph Kabila, on me pose cette question-là. Même Martin a dit dernièrement, ici aux États-Unis, il dit que Joseph Kabila, Tshisekedi et Kagame, c'est ce trio-là qui a détruit le pays. Vous comprenez? Ça, c'est Martin Fayoulou. Beaucoup en parlent. Mais ce qu'ils ne disent pas, par exemple Martin Fayoulou, lorsqu'il parle de la destruction, lorsqu'il dit que, ou tout le monde qui dit que Joseph a détruit le pays, mais on ne dit pas à quel moment Joseph Kabila commence à détruire le pays. C'est seulement comme ça, dans la foulée, non, Joseph Kabila a détruit le pays. Non, avant de parler de la destruction, il faut commencer par parler de la situation dans laquelle Joseph prend le pouvoir, ou les conditions dans lesquelles Joseph prend le pouvoir. Il prend le pouvoir dans quelles conditions? Joseph prend le pouvoir dans... Le Congo est divisé. Oui, nous connaissons tout ça. Mais 18 ans au pouvoir, qu'est-ce que les Congolais ont retenu de Joseph Kabila? Rien. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, ces discours ne passent plus. C'est un discours qui est resté au niveau de la diaspora. Il faut descendre au Congo. Dont vous faites partie. Hein. Je rappelle que vous faites partie de la diaspora congolaise. Rappelez-vous, c'est en 2017 que je vous avais dit ces choses. Vous vous rappelez? En 2017, on a eu à discuter. Je venais à peine d'arriver. On parlait de Joseph Kabila et de l'UDPS, tout ça. Je vous avais dit ceci.
que tout ce que vous voyez l'UDPS faire et tous les opposants là, c'est du mensonge. Les combats de l'UDPS, c'est un faux combat. Mais c'est en train d'être démontré aujourd'hui. Nous avons parlé de Macron ici. Le vrai combat, ce n'est pas de l'UDPS, était, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir. Il faut chasser les autres pour prendre le pouvoir. C'était ça le combat de l'UDPS. Or, en réalité, ce n'est pas ça qui doit être le combat du Congolais. Ça veut dire qu'on ne comprend même pas la question de la géostratégie et géopolitique. Non, il faut que Kabila parte. Il faut que Kabila parte. Mais Kabila est parti. Qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Parce qu'on a dit que les combats, c'était Joseph Kabila. C'est comme ça, on a dit qu'il était rwandais. On a créé ces mensonges pour déstabiliser son pouvoir. Et il est parti. Attendez. Maintenant qu'il est parti, voilà le pouvoir de l'UDPS aux affaires aujourd'hui, en train de justifier tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Les gens ont dit. Il prend le pouvoir, le pays est divisé. La guerre de l'Est, il a fini 2 fois. La première fois qu'il a fini cette guerre, c'est lorsqu'il demande aux autres qui étaient rebelles par ici, rebelles par là, il les appelle et... Voilà, on va chuter, on va finir l'émission. Je crois qu'on aura... Il faut laisser que je parle de ce tome. C'est pourquoi moi on aura une autre occasion où on va vous inviter pour parler spécialement de Joseph Kabila. Est-ce que je peux placer? Oui, allez-y, les derniers d'ailleurs. Vous savez, cet homme, il faut commencer, n'est-ce pas, à rendre hommage à cet homme, pendant qu'il est en vie. À Joseph Kabila. À Joseph Kabila. Vous savez les Congolais vous suivent. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Mais je sais que les Congolais me suivent. Je suis prêt à démontrer noir sur blanc que tout ce que vous dites en termes de destruction, ça a toujours été, ou tout ce que les gens disent, pas vous, ce que les gens disent sur cette question a toujours été faux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kempes Kipipo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on aura une autre occasion où on va se retrouver dans le plateau pour parler, de Joseph Kabila et tout. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager, de liker nos vidéos. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Et on se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que la vie est courte et il faut en profiter. Bye bye.